vont faire une prééclampsie et 9% des morts fœtales se voient chez des mères hypertendues. Il y a 15% d'enfants qui vont naître à hypotrophique. Les enjeux, ils sont également, sur le plan épidémiologique, la mortalité, la morbimortalité. L'HTA est la troisième cause de décès maternel. Et dans un programme national de lutte contre la mortalité maternelle, ça doit passer obligatoirement par la case hypertension artérielle. C'est la première cause de mortalité périnatale. Et puis, l'HTA gravidique, dans 20% de cas, elle va donner une véritable HTA chronique plus tard. Ce sont des femmes à risque de devenir hypertendues, même si elles normalisent leurs chiffres 6 semaines après l'accouchement, plus tard, elles vont devenir des hypertendues chroniques, dans 20% des cas. Qu'est-ce que c'est que la prééclampsie? C'est la défunte toxémie gravidique, ce qu'on appelait avant la toxémie gravidique. Et puis, comme le dirait monsieur de la Palisse, c'est ce qui peut précéder l'éclampsie. Alors, cette prééclampsie, c'est bien entendu d'abord et avant tout de l'hypertension artérielle, 14,9. Et puis, c'est une protéinurie indétectable à la bandelette urinaire. Parce que elle va être maximum, au moins des traces ou une croix. Il faut qu'elle soit détectable plutôt à la bandelette urinaire, parce qu'elle va être supérieure à 300 mg. Mais ça peut être seulement des traces. Mais déjà là, ça doit alerter. Et puis, les œdèmes, on focalise tout sur les œdèmes. Ils ne sont pas obligatoires au diagnostic. Ils ne sont pas toujours présents. Mais quand ils le sont, ils peuvent être également dus à une simple stase veineuse. Donc les œdèmes, il ne faut pas trop compter dessus pour le diagnostic de cette prééclampsie. Et puis, une hyperuricémie, on va voir pourquoi, chez une femme enceinte de plus de 20 semaines, d'aménorrhée, sans pathologie rénale antérieure. Donc c'est de l'hypertension artérielle, c'est de la protéinurie qui peut être faible, et puis avec ou sans œdème, et puis de l'hyperuricémie. Et encore, cette prééclampsie peut être sévère. La sévérité, elle peut tenir au chiffre tensionnel. Systolique supérieur à 160, diastolique supérieur à 11. Elle peut tenir à l'importance de l'albuminurie, 2 grammes. Elle peut tenir au fait qu'il y a une atteinte multisystémique. Cette atteinte multisystémique, elle peut être rénale, elle peut être circulatoire, elle peut être cérébrale. Ça rappelle un peu les symptômes et ça rappelle les complications d'hypertension artérielle chez monsieur ou madame tout le monde. Mais les atteintes multisystémiques au cours de la prééclampsie, elles peuvent également concerner le foie par l'acétolyse des douleurs épigastriques. Elles peuvent également concerner les lignées sanguines, notamment avec une hémolyse, une thrombopénie. Donc là, il faut qu'on trouve une explication. Pourquoi l'hypertension artérielle, la prééclampsie, elle va atteindre non seulement les organes cibles habituels de l'hypertension artérielle, mais également du foie et du sang. Et puis, bien entendu, dans cette prééclampsie, il y a des atteintes fœtales au placentaire. Donc ça, c'était la sévérité de la prééclampsie. La prééclampsie, non seulement elle peut être sévère, mais elle peut également être compliquée. Elle peut se compliquer de ce qu'on appelle le HELP syndrome. HELP, c'est un acronyme anglais pour hémolysis, donc de l'hémolyse, une augmentation des enzymes hépatiques, elevated level enzymes, et puis une thrombopénie, low platelets. Donc en laboratoire, vous avez de l'hémolyse, vous avez la bilirubine supérieure à 9 mg, et puis vous avez de l'acétolyse, et puis une thrombopénie qui peut être sévère. C'est ça le HELP syndrome qui va compliquer une prééclampsie. Il y a également ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée, la CIVD. Vous pouvez avoir une stéatose hépatique et on peut avoir une insuffisance rénale aiguë qui va compliquer donc ce syndrome de prééclampsie. Donc la prééclampsie, elle peut être simple, elle peut être sévère et puis elle peut être compliquée. Et puis bien entendu, plus on monte dans crescendo dans ces tableaux cliniques, et plus le risque fœto-maternel est important.
Toutes les femmes ne sont pas égales devant le risque de faire une prééclampsie. Donc là déjà, on doit essayer de retrouver le profil de parturiente qu'on doit surveiller parce qu'elle risque de faire une prééclampsie. L'âge inférieur à 18 ans, supérieur à 40 ans. C'est un élément important. Les antécédents familiaux, obésité, hypertension artérielle, diabète, les antécédents personnels d'HTA ou de diabète ou de néphropathie, d'obésité, les antécédents obstétricaux et puis les grossesses multiples et la primiparité. Donc ça déjà, la parturiente à qui on a affaire, on peut évaluer son risque de faire une prééclampsie. L'éclampsie, c'est ce qui va suivre la prééclampsie. L'éclampsie, c'est des convulsions. C'est très spectaculaire. Quand vous avez peut-être déjà vu des femmes enceintes qui convulsent, c'est spectaculaire, c'est angoissant. Et puis, bien sûr, elle met sa vie en danger et celle de l'enfant. Donc, cette éclampsie, ces convulsions, elles vont survenir dans un contexte de prééclampsie connu ou non. Et puis, bien entendu, il faut s'assurer toujours qu'il n'y a pas d'étiologie individualisable. Elle peut être précédée de signes de la prééclampsie ou pas du tout. Et puis, cette crise d'éclampsie, elle va évoluer en 4 étapes. Vous avez une phase d'évasion. C'est un peu la crise grand mal de l'épilepsie. La phase d'évasion, la phase tonique, la phase clonique et puis le coma qui va suivre. C'est exactement une crise commerciale chez une femme enceinte dans un contexte connu ou méconnu de pré-éclampsie. Alors, l'évolution de la crise d'éclampsie, dans l'immédiat, on traite, ça guérit rapidement. On ne traite pas, ça va se répéter. Et avec toutes les complications que va entraîner cet état de mal, quasiment. Et puis, secondairement, on peut avoir de l'ictère, on peut avoir de l'anurie, on peut avoir une CVD. Le pronostic fœtal, il est sombre. Et puis, bien sûr, il y a une indication à extraire rapidement le fœtus. On va voir quelques mots de physiopathologie. Pour dire que d'abord, l'hypertension artérielle est secondaire à une anomalie de l'unité fœto-placentaire. Elle serait une conséquence et non pas une cause de cette pathologie. Ce n'est pas l'HTA qui va me donner la prééclampsie, c'est l'inverse. C'est l'anomalie fœto-placentaire qui va me donner l'hypertension artérielle. C'est une maladie du placenta. Il y a un placenta, il y a de la prééclampsie. Il n'y a pas de placenta, il n'y a pas de prééclampsie. Et puis, il y a beaucoup de théories autour de cette physiopathologie de la prééclampsie. On va en voir un peu rapidement certains éléments pour dire tout simplement qu'il y a un problème de placentation. Il y a manifestement ce qu'on appelle un problème de placentation. C'est un mot peut-être nouveau pour certains. Qu'est-ce que c'est que cette placentation? C'est le fait qu'à partir du 2e trimestre, le placenta, il est avide de sang. Et puis, ce placenta, il va envahir l'utérus avec un rôle important qui est dévolu aux cellules du syncytium trophoblaste. Et puis, on va avoir une modification des artères spiralées avec disparition de la musculeuse, qui va avoir pour conséquence un diamètre qui va multiplier par 4, augmentation du débit placentaire, et puis la prééclampsie, c'est en fait cette placentation qui sera pauvre, avec un défaut d'invasion des cellules syncytium trophoblastiques. Les adhésines ne sont pas exprimées et une apoptose qui va être exagérée. Il n'y a pas de modification vasculaire et puis, in fine, on va arriver à une hypoxie. Le schéma, vous voyez un peu en haut la grossesse normale, vous voyez un peu le placenta en rouge et puis l'utérus en violet. Et là, vous avez les cellules du syncytium trophoblaste, le gauche. Ces cellules du syncytium trophoblaste, elles vont envahir l'utérus et puis elles vont transformer ces artères spiralées, elles vont surtout s'intéresser à la musculeuse qui va être un peu laminée de façon à augmenter le diamètre.
Ce diamètre va être augmenté pour augmenter le flux placentaire. Là, quand il y a une prééclampsie, ces cellules du syncytiotrophoblaste n'envahissent pas l'utérus. Et les artères spiralées, regardez, elles sont grêles, elles sont fines par rapport à la norme. Et c'est ce qui fait qu'il y a une hypoxie. Il y a une baisse du débit. Donc c'est ça la placentation. Il y a un défaut de la placentation au cours de la grossesse, au cours de la prééclampsie. Les conséquences, vous allez avoir de l'ischémie placentaire qui va entraîner de l'hypoxie placentaire avec un retard de croissance intra-utérin. On va avoir cette hypoxie placentaire, ce placenta qui souffre, il va se mettre à sécréter beaucoup de substances, notamment des cytokines angiogènes, des débris de cellules trophoblastiques, des cytokines inflammatoires, qui vont entraîner une dysfonction endothéliale généralisée à tout le corps de la maman. C'est cette dysfonction endothéliale qui va nous donner les autres signes qu'on ne rencontre pas habituellement dans l'hypertension artérielle. Et donc, cette dysfonction endothéliale généralisée, elle sera à l'origine de toutes les manifestations maternelles cliniques. Concernant spécifiquement l'hypertension artérielle, la physiopathologie de l'hypertension artérielle au cours de cette prééclampsie, cette ischémie placentaire va entraîner une dysfonction endothéliale avec notamment une augmentation de la thromboxane, une augmentation de la sensibilité à l'angiotensine 2, et puis une rétention de sel, et puis l'augmentation des résistances périphériques qui ça seront à l'origine de l'hypertension artérielle. Et donc, il y a un déséquilibre entre les substances vasoconstrictrices et les substances vasodilatatrices. C'est ça qui va me donner l'HTA. Et au-delà, ces substances vasoactives, vasoconstrictrices, elles vont donner non seulement à travers la réduction du flux utéroplacentaire, l'activation endothéliale qui va me donner ce vasospasme. Ce vasospasme va concerner tous ces organes, et notamment le foie. Donc le HELP syndrome, l'hépatopathie qui est en rapport avec la prééclampsie, elle est due à une diminution du débit au niveau de l'artère hépatique, et donc le foie va souffrir, d'où la cytolyse. Et puis vous avez également les convulsions, c'est la même physiopathologie. Il y a également une fuite capillaire à cause de la dysfonction endothéliale qui va me donner cette protéinurie et ces œdèmes. Et puis vous comprenez que plus la fuite capillaire sera importante, plus la dysfonction endothéliale aura été importante et plus la protéinurie sera donc plus élevée, et c'est un critère de sévérité. Et puis il y a également une activation de la coagulation, notamment des facteurs de procoagulants. Alors, c'est pour ça que cette prééclampsie va me donner des manifestations non seulement cardiaques, mais également cérébrales, c'est habituel pour l'HTA, rénale, mais également le foie, et puis les éléments figurés du sang. Le rôle de l'acide urique, rappelez-vous, l'hyperuricémie fait partie de la définition de la prééclampsie. Et puis l'acide urique, il provient soit de la production excessive par le placenta qui est ischémique, mais également de la baisse de l'excrétion rénale suite à la baisse de la filtration glomérulaire. Donc l'élévation de l'uricémie, elle précède l'HTA et la protéinurie. Donc c'est des sujets à risque, des femmes à risque. D'aucuns proposent de faire les dosages d'acide urique à partir de la 20e semaine. Et puis les taux d'uricémie, ils sont également corrélés à un mauvais pronostic de cette prééclampsie. Le chapitre intéressant, c'est celui du traitement. Les objectifs, c'est éviter les complications maternelles et limiter au maximum les complications fœtales. Les objectifs thérapeutiques, rappelez-vous, il ne faut pas baisser les chiffres trop bas pour ne pas aggraver l'ischémie placentaire. Donc là, il faut avoir des chiffres tensionnels entre 12 et 13 pour la systolique et 8,5 et 9 pour la diastolique. Alors, le traitement, c'est d'abord les règles hygiéno-diététiques. Il faut une surveillance rapprochée, diminuer les activités s'il y a risque maternel ou fœtal, pas de régime désodé chez la femme enceinte à cause du risque d'hypovolémie efficace.
S'il y a une HTA qui préexistait, si vous avez dans votre clientèle ou votre patientèle, comme on dit, des femmes hypertendues, jeunes, en âge de procréer, il faut programmer leur grossesse. Comme on programme la grossesse chez le diabétique. Notamment parce qu'il faut arrêter certaines classes thérapeutiques, comme on va voir. Si elles étaient sous IEC ou ARA2, il faut arrêter, parce qu'ils sont tératogènes. Et puis, physiologiquement, il y a une diminution de la pression artérielle au cours du deuxième trimestre. Donc méfiez-vous, si vous avez des femmes qui sont hypertendues, qui sont sous traitement, qui tombent enceintes, vous pouvez être amené à arrêter ou à diminuer le traitement pendant le deuxième trimestre, au risque d'entraîner une chute tensionnelle qui va aggraver l'hypoxie placentaire. Et puis, on va voir les indications du traitement, à quel moment on va les indiquer. Ici, on va détailler cette plaque pour dire d'abord, selon les recommandations européennes de 2011, alors, il recommande, tenez-vous bien, l'abstention de traitement pharmacologique pour les femmes enceintes si la pression artérielle est entre 14 et 15 de systolique et la diastolique entre 9 et 9,5, 9,9. C'est l'abstention qui est recommandée, sauf en cas de retentissement ou de symptômes organiques infracliniques où le traitement médicamenteux est recommandé à partir de 14,9, quand elle est symptomatique. La mise en route d'un traitement médicamenteux, surtout si elle n'est pas symptomatique, est recommandée si la pression artérielle systolique est supérieure à 150 et la diastolique supérieure à 99. Donc il ne faut pas traiter toutes les femmes hypertendues. Bien entendu, si ça dépasse 17, 11, c'est une urgence et il faut hospitaliser la patiente, il faut traiter parce qu'elle est en danger. Les traitements IEC, ARA2 contre-indiqués, car ils sont tératogènes. Les diurétiques, ils diminuent le volume sanguin circulant. D'accord? Il y a un risque en plus de thrombopénie néonatale, d'anémie hémolytique pour les thiazidiques, et puis pour les épargneurs de potassium, les atteintes rénales et l'hermaphrodisme chez les fœtus mâles. Donc les diurétiques ne sont pas bons pendant la grossesse, comme les IEC et les ARA2. On va utiliser les antagonistes du calcium, comme la nicardipine. On va utiliser la méthyldopa, bien entendu, qui est beaucoup appréciée par les obstétriciens, car elle a un effet doux et progressif sur la pression artérielle. Et puis vous avez également le bêta-bloquant, et puis les autres mesures thérapeutiques. L'aspirine, toutes les femmes enceintes ne doivent pas recevoir l'aspirine. L'aspirine, il faut la réserver, on verra plus tard à quel type de patiente, mais surtout aux femmes qui ont des antécédents de prééclampsie précoce, à petite dose, à commencer avant bien sûr la 20e semaine, donc vers la 15e semaine, et à arrêter vers la 34-35e semaine. Il n'y a pas d'utilité à supplémenter en calcium, ni en huile de poisson. Il n'y a pas de régime, mesdames, amaigrissant pendant la grossesse chez la femme obèse. Un régime amaigrissant en dehors de la grossesse. Parce que là aussi, il y a un danger pour le fœtus. L'accouchement sera déclenché chaque fois qu'il y a l'HTA avec une protéinurie, des troubles hépatiques, des troubles de la coagulation. C'est un peu comme le HELP syndrome. C'est ça qui va entraîner le déclenchement de l'accouchement. Et l'allaitement, on verra un petit mot tout à l'heure. Les stratégies thérapeutiques, le traitement doit être progressif, en débutant par une monothérapie. La méthyldopa, commencez par ça. 250 mg, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à 3 grammes par jour. La nicardipine, 3 fois 20 mg. L'abétolol ou, comme chez l'avlocardil, 40 mg par jour. Et puis, la prééclampsie sévère, ce sont des malades qui doivent être hospitalisés en unité de soins intensifs. Là, on est obligé de passer par la voie parentérale. Des bolus, la nicardipine, l'abétalol, la clonidine ou la dihydralazine en bolus. Les urgences hypertensives doivent être traitées en unité de soins intensifs avec la seringue électrique. Il y a la titration, on doit contrôler. Et puis, les objectifs également des chiffres tensionnels, c'est la pression artérielle moyenne. Donc tout ça nécessite une logistique. Le traitement des convulsions, la vedette, c'est le sulfate de magnésie qu'on doit injecter
par voie intraveineuse, 4 grammes en 20 minutes, suivi d'une dose d'entretien de 2 grammes par heure. Il faut surveiller les réflexes, la diurèse. Il y a rarement des cas de surdosage. L'antidote existe, c'est le gluconate de calcium. Et puis, si la patiente convulse, bien sûr, vous mettez du Valium, selon le schéma habituel. La vedette, c'est le sulfate de magnésie. L'OMS préconise, dans la trousse des médecins de brousse en Afrique, qui vont faire accoucher les femmes, d'avoir toujours du sulfate de magnésie, qui va avoir un rôle également de prévention des convulsions. Il prévient les convulsions. Alors, ça, je passe l'accouchement par voie basse le plus souvent possible. La césarienne, s'il y a une éclampsie ou un hématome rétroplacentaire. L'allaitement, il n'y a pas de traitement, sauf si la pression artérielle est supérieure à 16,10. Alors, les médicaments autorisés en cas d'allaitement, ce sont les bêta-bloquants et la méthyldopa. Les autres, il faut les éviter. Les inhibiteurs calciques vont entraîner la constipation chez le nouveau-né. Les IEC et les sartans sont contre-indiqués. Et les diurétiques qui vont diminuer la sécrétion lactée. Et donc, on va tomber dans le problème qu'a évoqué M. Sari. On va encore s'opposer à l'allaitement maternel. Donc, rappelez-vous, allaitement autorisé, bêta-bloquant et méthyldopa. Après l'accouchement, il faut surveiller la femme pour voir s'il y a une normalisation ou bien s'il y a persistance de cette hypertension artérielle. Le risque de récidive quand on a fait une pré-éclampsie est important. Il y a une augmentation également du risque de mortalité cardiovasculaire. Parce que rappelez-vous, 20 à 25% des femmes vont développer une HTA réelle. Et puis, il y a également de l'insulino-résistance qui va rester, et puis, qui va débuter. Et donc, nous allons nous mettre dans la configuration du risque cardio-métabolique chez ces patientes. La prévention secondaire, il faut dépister, traiter systématiquement, quand elles obéissent aux recommandations, toutes les HTA chez la femme enceinte. Il faut augmenter le taux de couverture en consultation prénatale, consultation à toute femme enceinte. Que de femmes enceintes n'ont jamais vu de médecin de sage-femme pendant toute leur grossesse. Et puis, il faut prendre, encore une fois, attention à la tête de façon systématique, l'abondance urinaire et le poids. Il faut promouvoir l'éducation sanitaire, améliorer la qualité de la prise en charge de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte, s'il vous plaît. Pas de régime sans sel, pas de diurétique, et encore moins d'IEC ou d'ARA2. Et puis, bien sûr, n'utiliser que les produits nécessaires. C'est là qu'on va rendre service à ces femmes-là. Au total, le traitement, il est souvent décevant, traitement médical. Il faut traiter selon les recommandations, parce que souvent, ça ne va pas changer grand-chose au pronostic. Et puis, ça ne permet que de gagner dans certains pourcentages dans les formes sévères. Donc là, c'est surtout faire un peu de la prévention, du dépistage précoce, avant d'arriver aux formes les plus sévères. Le suivi, le traitement préventif, traiter l'ischémie, c'est cette fameuse aspirine qu'il faut réserver aux malades qui ont déjà fait une prééclampsie, qui ont des maladies auto-immunes, un syndrome néphrotique ou qui ont déjà fait des morts fœtales ou qui ont fait des retards de croissance intra-utérin. Jamais avant la 17e semaine. Parce que la présentation, rappelez-vous, juste avant la 20e semaine, jusqu'à 2 semaines avant l'accouchement à 100 mg par jour. L'avenir obstétrical, bien sûr, c'est fonction de ce que se serait passé. Et puis, je crois que j'en ai